On va commencer, on a une matinée chargée, puisque en 2 heures, vous allez voir défiler devant vous la moitié, même plus, peut-être les 2/3 de vos enseignants-chercheurs de Sciences Po Toulouse, surtout la totalité des directeurs de master et de parcours de votre école. Vous êtes en première et deuxième année, c'est une journée un peu exceptionnelle, c'est la première fois à l'IEP qu'on banalise une journée pour vous présenter à la fois l'ensemble du second cycle de Sciences Po Toulouse et également tous les débouchés professionnels. Vous avez dans la cour pour la journée et dans les salles 70 stands de professionnels couvrant tous les métiers offerts à la sortie de l'IEP. Donc profitez de cette journée. Nous, on va aller un peu au pas de charge, on est obligé parce qu'on a 2 heures jusqu'à 11h30. Ensuite, vous allez vous répartir dans les salles de classe avec les directeurs de master et de parcours pour leur poser des questions vraiment plus concrètes, au-delà des 10 minutes de présentation qu'ils vont avoir chacun à partir de maintenant. Donc, vous me connaissez, donc en tant que directeur des études, je vais simplement vous présenter en 3 minutes les grandes lignes du second cycle à Sciences Po Toulouse. Il y a quelques nouveautés. Donc, pour la grande majorité d'entre vous, vous êtes en deuxième année, vous allez partir en mobilité à l'étranger l'année prochaine. C'est une année hors les murs, vous allez être peut-être un peu loin de la réflexion sur le parcours ou le master que vous allez intégrer dans cette rentrée de quatrième année. Vous allez faire des vœux au mois de janvier de votre troisième année. Ces vœux sont très importants, vous allez classer vœux 1, vœux 2, vœux 3, 3 vœux de parcours ou de master pour votre entrée en quatrième année. Vous le savez, si vous quittez l'IEP à l'issue de votre troisième année, vous n'obtenez pas de diplôme. Le diplôme, c'est un grade master qui s'obtient en 5 ans. Les vœux que vous allez faire sont très importants parce qu'une fois que vous allez être affecté, on ne change plus de parcours ou de master à la rentrée de quatrième année et pendant la quatrième année. Donc vous allez faire votre quatrième année dans un parcours ou dans un master de votre choix que vous allez établir en janvier de votre troisième année. Vous aurez la possibilité de changer pour la cinquième année, au printemps de votre quatrième année, si vraiment vous avez envie de vous réorienter, mais tous les choix ne seront pas ouverts. Les diplômes nationaux de master, il y en a 3, ne peuvent pas être intégrés directement en Master 2. Le parcours journalisme, le parcours communication ne peuvent pas être intégrés directement au niveau de la cinquième année. Pour les autres, des réorientations seront possibles, mais elles seront limitées en fonction de la capacité d'accueil. Moi, ce que je vous présente là dans les 3 premières minutes, ce sont les grandes lignes de ce cycle 2. On a 3 grands domaines qui constituent la colonne vertébrale des cours de tronc commun que vous allez continuer d'avoir en quatrième année, semestre 7, semestre 8, et en cinquième année, au semestre 9, avant que, pour la majorité d'entre vous, vous partiez en stage de fin d'études. Ces domaines, ce sont des domaines thématiques. Dans ces domaines, on retrouve des parcours et des diplômes nationaux de master, c'est-à-dire en fait les groupes de classe, les groupes de parcours dans lesquels vous allez vous retrouver. Le premier domaine, action publique en transition, ce sont mes collègues qui vont intervenir en premier devant vous. Vous allez avoir une première présentation du parcours carrière administrative. Ensuite, vous aurez une présentation d'affaires européennes, puis du parcours transition écologique, risque et santé, et enfin du diplôme national de master de sciences politiques, conseil et expertise en action publique. Donc ces 4 parcours et ce diplôme national de master font partie du même domaine, action publique en transition. Qu'est-ce que ça veut dire un domaine? Ça veut dire que vous allez avoir des cours en amphi de tronc commun réservés à ce domaine. 3 par semestre, 20 heures chacun, 3 ECTS par cours. Donc vous avez 60 cours par semestre, par domaine. Vous avez un grand cours de tronc commun général pour la totalité de la promotion de quatrième année, diplômes nationaux de master inclus. Ce cours de tronc commun, donc vous le voyez, c'est le sommet de la pyramide. Il y en a un par semestre consacré aux égalités et aux enjeux de transition socio-écologique. Donc premier semestre de quatrième année, vous allez avoir un cours de management et d'égalité professionnelle. Deuxième semestre, économie des transitions.
Et puis, troisième semestre, entre guillemets, de votre second cycle, le S9, la 5e année, le droit climatique. Voilà. Je ne vais pas m'étendre sur les cours que vous allez avoir par tronc commun de domaine. Il y en a 9 en tout, donc ça fait 27 cours. C'est une offre de cours donc en amphi, mais vous serez donc en fonction du domaine choisi. Simplement, je reviens en arrière. Deuxième domaine, et donc deuxième ordre de présentation ce matin, l'action internationale. Vous allez avoir les présentations du parcours développement et solidarité internationale, affaires internationales et stratégie d'entreprise, RI, relations internationales, nouveaux enjeux et gestion de crise, et GRI, le diplôme national de master de sciences politiques, en double diplôme donc avec l'université Toulouse-Capitole comme conseil expertise en action publique dédié aux relations internationales. Et vous avez un troisième domaine, culture et égalité, qui réunit le parcours politique, discrimination, genre et le diplôme national de master études culturelles. 2 parcours et écoles vont être greffés au tronc commun des 2 premiers domaines. C'est l'école de journalisme de Sciences Po Toulouse, accessible uniquement via un concours dédié. Donc vous serez, pour ceux qui veulent candidater à l'école de journalisme, vous serez sous-admissible, c'est-à-dire que vous irez directement à la phase d'admissibilité, on ne regardera pas votre cursus antérieur au niveau du titre, hein. Vous êtes à Sciences Po Toulouse, donc vous êtes déjà sous-admissible, mais vous aurez ensuite un écrit à produire et un dossier à préparer pour l'école de journalisme, et ensuite des oraux si vous êtes retenu à la phase d'admissibilité. Et vous avez ensuite le parcours communication qui sera en alternance pour la 5e année uniquement. La 4e année est une année de cours et aussi de préparation à l'alternance. 12 parcours et diplômes nationaux de master. Vous aurez aussi la possibilité de partir en 5e année, si vous le souhaitez, en mutualisation dans l'un des 115 masters ou parcours proposés dans les IEP de province de France. Donc les 9, les 7 IEP du réseau plus Bordeaux et Grenoble vous offrent 115 masters et parcours que vous pouvez choisir pour votre 5e année. Il faudra demander évidemment l'accord ici et être admis dans l'IEP de destination. On a également des doubles diplômes qui vous sont accessibles à partir de la 4e année. Ceux qui veulent partir en double diplôme avec Toulouse Business School pourront le faire à l'issue de leur 4e année et faire un Master 1 et Master 2 à Toulouse Business School, aux frais de Sciences Po. Ceux qui veulent partir à la Toulouse School of Management pourront également le faire en M1, M2, après la 4e année, voire directement en M2 pour certains masters. Ceux qui veulent faire une thèse de doctorat avec la TSM, les 5 masters recherche sont ouverts à la TSM pour les étudiants de Sciences Po Toulouse. Il est aussi possible de candidater à un contrat doctoral quand vous choisissez la voie recherche d'un DNM de l'IEP ou le supplément recherche au diplôme de Sciences Po Toulouse. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai été trop long déjà. Est-ce qu'il y a des questions très rapides sur l'organisation générale du second cycle avant que je cède la parole à mes collègues du parcours carrière administrative? Déjà des questions? Pas de questions? Donc j'appelle du coup Delphine Espagno et Cédric Groulier à vous présenter le parcours carrière administrative. Ouais. Oui. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Alors avec mon collègue Cédric Groulier, on va vous présenter donc le parcours carrière administrative. C'est essentiellement Cédric qui va vous présenter parce qu'il maîtrise bien mieux le parcours que moi. Et ensuite, éventuellement, j'apporterai quelques précisions. Merci. Merci Delphine, bonjour à toutes et tous. J'ai perdu en fait à pile ou face, c'est surtout pour ça que c'est moi qui parle. Parce que c'est Delphine qui a conçu ce parcours, il ne faut pas l'oublier. Et j'ai le plaisir de partager la coordination de ce parcours depuis maintenant 3 ans avec elle. Bien, alors ce parcours, il est un peu particulier. C'est un parcours qui correspond à la vocation des IEP, hein, vocation initiale, qui était de préparer des candidats et des candidates au concours de la haute fonction publique. Principalement à l'époque, c'était le concours de l'ENA.
Alors, on est fidèle à cette vocation, mais on a bien sûr élargi considérablement le spectre des concours préparés. Et donc, nous sommes un parcours un peu particulier qui, pour faire simple, a 2 dimensions. Vous avez une première dimension de notre parcours qui est une dimension normale, c'est un parcours grade master qui vous offre une spécialisation dans un champ spécifique qui est un des sous-domaines du domaine action publique en transition. Donc nous, on vous transmet des connaissances, des compétences pour travailler dans le secteur public, pour travailler dans les administrations, près des services publics, voilà. Et évidemment, vous verrez qu'il y a d'autres parcours qui vous amènent aussi à travailler dans le secteur public, mais notre spécificité, c'est de vous permettre d'accéder à la fonction publique, c'est-à-dire à un ensemble d'emplois qui sont réservés à des personnes qui ont réussi certains concours sur lesquels je vais revenir. Alors, à côté de cette spécialisation, qui en fait vous apprend un métier aussi, qui vous donne des compétences pour pouvoir évoluer plus tard dans votre vie professionnelle, quelle qu'elle soit, dans le spectre évidemment de notre spécialisation, à côté de cette dimension de formation diplômante, on a effectivement aussi une vocation à préparer au concours. On est à la fois en fait un master diplômant et aussi une prépa concours. Et nous préparons au concours de la haute fonction publique. Alors c'est un choix particulier que nous avons fait, c'est-à-dire que nous vous préparons essentiellement, principalement, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas passer d'autres concours, mais principalement nous vous préparons au concours qui mène vers les fonctions d'encadrement dans la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale ou les fonctions publiques hospitalières ou sanitaires, ou sociales, pardon. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons construit notre programme de formation et notre programme de préparation sur la base du concours de l'INSP, qui est donc l'Institut national du service public qui remplace l'ENA, École nationale d'administration, désormais. Pour celles et ceux qui sont intéressés par la fonction publique d'État. Nous avons aussi une préparation tournée vers l'univers de la fonction publique territoriale à travers l'Institut national des études territoriales, l'INET, qui est un peu l'équivalent de l'INSP dans le champ territorial. Et puis nous préparons aussi, et nous avons beaucoup de diplômés qui aujourd'hui d'ailleurs, parce que hier j'ai fait un peu d'archéologie, qui sont dans cet univers-là. C'est l'univers hospitalier, puisque nous préparons au concours de l'EHESP, l'école des hautes études en santé publique, et également l'école École nationale supérieure de la sécurité sociale. Donc dernier volet de spécialisation tourné vers le secteur sanitaire et le secteur social. Alors pour vous donner quelques éléments d'incarnation, si on peut parler d'incarnation ici, vous avez derrière nous, quelques diplômés qui sont passés par carrière administrative et qui ont réussi des concours, qui sont souvent indiqués d'ailleurs juste après leur prénom, quelquefois de manière un peu précoce, mais qui ont réussi des concours dans l'année qui a suivi immédiatement ou quelquefois après une année supplémentaire de préparation. Et qui, vous voyez, occupent des fonctions assez intéressantes et qui sont peut-être des fonctions qui vous interpellent et qui vous intriguent. Alors, on ne va pas développer ici, mais simplement, effectivement, si vous êtes intéressé par la fonction publique, avoir un métier au service de l'intérêt général, c'est quelque chose qui compte pour vous. On pourra en reparler tout à l'heure en salle 311, je crois, pour vous donner peut-être aussi des éléments sur les parcours des uns et des autres. Alors, notre formation, notre master, donc il est en 2 ans, c'est pas très original, mais on a découpé la formation en 2 années assez distinctes. Une première année, la 4e année, c'est une année de fond, une année généraliste, qui vise en fait à vous faire acquérir ou à consolider des connaissances de fond indispensables pour travailler dans le secteur public et à appréhender au mieux les concours. Donc vous allez avoir bien sûr beaucoup de droit public. Alors oui, pour venir en carrière administrative, il faut aimer le droit, mais il faut aussi beaucoup aimer l'économie, parce que l'économie est assez dominante aussi dans les exigences des concours. Et puis tout un tas d'autres enseignements plus spécialisés bien sûr, dans le secteur de l'action publique, et déjà une initiation à ce qu'est la préparation au concours, à ce qu'est l'univers des concours et à ce que sont les exigences des concours en termes de savoir-faire, mais aussi de savoir-être. Donc cette 4e année, vous la passez donc essentiellement ici, à suivre des cours, mais vous allez pouvoir vous échapper après les examens pour aller faire un stage. Nous, notre stage dans ce master-là, c'est pas un stage de fin de 5A,
parce qu'en fin de 5A, vous êtes dans la prépa des concours. C'est un stage qui a lieu l'été, entre la 4A et la 5A. Pourquoi ? Pour vous aider à concrétiser, consolider des intuitions, des souhaits d'orientation, des souhaits de choix en fait, de spécialisation de fonction publique de l'État, fonction publique territoriale, plutôt dans le domaine hospitalier. Voilà, ça sert à ça. C'est un stage d'un minimum d'un mois que vous pouvez imaginer un peu plus long, bien sûr, ça ne pose pas de problème, dès l'instant où il est terminé au 31 août. Et ensuite, vous reprenez les cours en 5e année. Et en 5e année, vous êtes immédiatement dans une logique de spécialisation. Donc tout va être tourné vers votre concours, votre univers de concours spécialisé, à savoir la fonction publique de l'État, les concours de l'État, INSP, les concours de la territoriale ou le concours santé sociale. Et cette 5A, elle est beaucoup plus tournée vers la prépa des concours que la 4A encore, puisque vous allez être immergé dans un cycle beaucoup plus intensif de préparation, avec une alternance, en fait, entre des semaines de cours et des semaines d'entraînement intensif, sous la forme de concours blancs qui prennent une semaine entière, où vous vivez un peu le rythme des concours et aussi vous éprouvez un peu, vous vous éprouvez physiquement sur ces épreuves. Vous avez des épreuves à la fois écrites et aussi des entraînements aux oraux, parce que les oraux sont quelque chose de très important dans les concours aujourd'hui. S'agissant des enseignements, une minute, alors je vais terminer très très vite. S'agissant des enseignements, donc vous avez un ensemble d'enseignements communs juste en 4e année, non, en 4e année et 5e année, je dis des bêtises. Enseignements communs, alors un petit peu allégé par rapport à ce que vous a présenté M. Pénéranda, mais vous avez effectivement des enseignements qui sont communs à l'ensemble du domaine de l'action publique, donc ça, vous n'y échappez pas. C'est ce qui va aussi constituer votre ADN de spécialité action publique en transition. Ensuite, vous aurez un gros morceau, là, c'est des séminaires spécialisés qui ont la particularité d'avoir été créés, ce sont des enseignements de votre parcours, qui sont construits sur la base des épreuves présentes dans les concours de l'INSP, de l'INET, de direction d'hôpital. Et donc on a calqué les épreuves de concours sur nos enseignements, enfin on a calqué nos programmes plutôt sur les épreuves de concours. Vous avez des répliques systématiques, ce qui fait qu'il n'y a pas d'angle mort. Vous avez bien sûr toujours des langues vivantes. Et bien sûr, les enseignements spécialisés et les exercices spécialisés qui vont vous entraîner au concours. Donc des galops d'essais qui ont lieu le samedi matin. Ça y est, j'ai attendu la fin de ma présentation pour vous dire ça. Carrière administrative se lève le samedi matin. Et puis, vous avez aussi des concours blancs en fin de semestre. Et puis surtout, en 5e année, des semaines comme ça, dont je vous ai parlé, qui sont tout au long du 2e semestre, qui vous préparent à la réalité des concours. Voilà. À tout à l'heure et merci de votre attention. Merci Cédric et Delphine. Vous avez la possibilité d'aller voir vos alumni qui ont fait notamment carrière administrative. Deux petites remarques avant de céder la parole à Gilda Tanguy pour vous présenter Affaires européennes, le parcours avec carrière administrative qui se trouve dans le domaine action publique en transition. Sachez que, tout le monde a une place en second cycle. On n'est pas à la fac. Vous aurez tous une place. Vous avez réussi le concours d'entrée. Vous aurez tous une place jusqu'à la fin de votre diplôme à l'IEP. Tout le monde réussit. C'est rarissime un étudiant qui échoue, quel que soit le parcours. Et je ne vous l'ai pas dit en ouverture, évidemment, mais l'insertion professionnelle est excellente ici. Donc, quel que soit le parcours que vous choisissez, même si vous ne réussissez pas un concours de la haute fonction publique, vous avez de toute façon un emploi à la sortie. Je cède la parole à Gilda Tanguy pour Affaires européennes. Merci Adrien, bonjour à toutes et tous. Alors, je vais être très rapide. Donc parcours Affaires européennes, donc c'est un parcours assez classique que vous retrouvez finalement selon un modèle qu'on trouve dans le second cycle, donc sur l'organisation ici en semestre, donc semestre 7, semestre 8, semestre 9, semestre 10, avec bien évidemment ici un stage de fin d'études, avec tout ce qui renvoie finalement classiquement ici au parcours de second cycle à Sciences Po Toulouse. Alors, je le dis d'emblée parce que c'est des choses que j'entends régulièrement, alors que j'entends moins maintenant, mais que j'ai pu entendre. On peut faire des affaires européennes, on peut faire un second cycle de spécialisation en études européennes en étant à Toulouse.
D'accord. Il n'y a pas besoin d'aller à Strasbourg ou à Lille pour faire et étudier ici les problématiques et les enjeux européens. Alors, je l'entends moins, mais je l'ai beaucoup entendu, comme si Toulouse était finalement très très éloigné de Bruxelles. Alors, c'est pas faux. Mais ici, on vous forme aussi bien que dans les autres IEP de région sur les enjeux et les problématiques européennes. Donc, ne cherchez pas spécifiquement ici à vous dire que si vous êtes intéressé par ces enjeux-là, qui sont des enjeux évidemment ici fondamentaux, vous pouvez très bien réussir à vous intégrer et donc à avoir un avenir professionnel très intéressant et très stimulant en ayant fait ici le parcours Affaires européennes à Sciences Po Toulouse. Et je le dis d'emblée, j'en veux pour preuve, c'est que on a d'excellents résultats depuis 5-6 ans, notamment d'étudiants qui intègrent le Collège d'Europe, le Collège de Bruges, donc qui est considéré comme l'ENA européen. Voilà. On en a encore eu 3 l'année dernière. On en a eu, en gros, depuis 8-9 ans, on en a au moins une vingtaine qui ont intégré le Collège d'Europe ou le Collège de Bruges. Donc, vous voyez bien que ça témoigne de la qualité ici de votre travail à vous, en tant qu'évidemment étudiant, mais de la qualité aussi des enseignements que vous recevez à Sciences Po Toulouse sur les enjeux et les problématiques européennes. Alors, très rapidement, parler du parcours. C'est un parcours, d'ailleurs, comme beaucoup ici de master ou de parcours à Sciences Po Toulouse, qui ne se distingue pas de ce point de vue-là, donc très, très interdisciplinaire, très transdisciplinaire. Vous avez bien évidemment ici, et je l'ai souhaité, un gros bagage juridique en 4e année, que j'ai réintroduit, parce que ça me semble très important quand on aborde les questions européennes, d'avoir une formation juridique un peu solide sur les enjeux européens, sur les problématiques européennes. Donc, vous avez du droit matériel de l'UE, vous avez du droit institutionnel de l'UE, et puis, bien évidemment, vous abordez l'objet Europe, ce fameux objet politique non identifié, cet OPNI, à travers ici toute une série de disciplines, la science politique, bien évidemment, l'histoire, aussi, la science économique, bref, il y a aussi une approche très variée, très transdisciplinaire de l'Union européenne. Et donc c'est aussi la vertu de ce parcours. Alors, les débouchés, très rapidement, ils sont multiples. Bien évidemment, c'est un parcours qui vous prépare au concours de la fonction publique et de la haute fonction publique européenne, mais comme le parcours de mes collègues précédemment, Carriera, bien évidemment, c'est pas, voilà, il ne faut pas non plus imaginer les parcours comme des silos. Je le dis aussi ça régulièrement, c'est-à-dire que quand vous allez choisir un parcours, ce parcours ne va pas déterminer votre vie professionnelle pendant les 30 prochaines années. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous pensez toujours aussi que c'est le parcours qu'il faut faire, c'est le parcours qui va déterminer, bien sûr qu'il va déterminer l'immédiate après, si vous voulez, sortie de Sciences Po. Mais bien évidemment, quand on connaît aujourd'hui l'évolution des carrières professionnelles, un parcours ne vous détermine pas pendant 10 ans ou 15 ans et vous pouvez bien évidemment évoluer, changer. Ce que vont regarder d'abord les recruteurs, c'est que vous êtes diplômé de Sciences Po Toulouse, d'accord ? Et après, ils vont regarder évidemment votre spécialisation. Donc là aussi, n'envisagez pas les parcours comme quelque chose de définitif dans votre avenir professionnel. Donc débouchés très, très variés, très divers, bien sûr dans les institutions européennes, ça va de soi, évidemment, mais également c'est un parcours qui vous permet d'intégrer d'une certaine façon aussi la fonction publique territoriale. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des services de pointe sur les enjeux européens dans toutes les collectivités territoriales, conseils départementaux, conseils régionaux, communautés d'agglos, comités de communes. Et donc, tous ces postes vous sont aussi offerts dans la mesure où vous êtes spécialisé sur ces enjeux-là. Et donc, vous avez aussi une formation sur les politiques de cohésion, sur les politiques territoriales européennes, etc., qui sont enseignées dans ce master et dans ce parcours. Voilà en gros, très rapidement présenter ce parcours. De toute façon, pour celles et ceux qui sont intéressés, on va se retrouver un peu plus tard, tout à l'heure, je ne sais plus, en MD 310. Voilà, merci Adrien. Donc si vous avez des questions plus précises, je pourrais évidemment ici y répondre. Et puis, bien évidemment, je suis toujours prêt à répondre à des questions. Peut-être que là, c'est encore un peu tôt, mais que ça va cheminer dans votre esprit dans les prochains mois. Donc, s'il y a des questions sur le parcours ou sur le master, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Merci.
Merci beaucoup, Gilda. Je confirme son propos. Quand vous allez recevoir le parchemin du diplôme de Sciences Po Toulouse, il ne sera pas écrit sur le parchemin la mention de votre parcours. Vous serez tous et toutes diplômés de Sciences Po Toulouse sans qu'il soit écrit sur le diplôme le parcours. Pour ceux qui feront un diplôme national de sciences politiques, vous aurez en plus un autre parchemin, le parchemin de l'Université Toulouse-Capitole. Mais j'appelle tout de suite Julien Weisbein qui va vous présenter le parcours transition écologique, risques et santé. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le parcours TERS, transition écologique, risque santé, que je co-anime avec Christelle Cournil, qui ne peut pas être là et qui nous regarde de loin. Alors, d'où vient ce parcours? Il est issu d'un constat, alors je vous laisse lire la slide, polycrise, multidimensionnelle, frontières sectorielles à dépasser, entremêlement des enjeux temporels de court, moyen, long terme, défis. En fait, en gros, l'idée, c'est que le monde d'aujourd'hui est démêlé, entremêlé. La modernité a mis les choses dans des cases bien précises, l'économie, le droit, enfin, tout a été fait pour séparer les sphères d'activité. Et avec la crise climatique, tout est défait, tout est embrouillé. Voilà. Donc en gros, le but de ce parcours, ça a été de répondre à cette situation de transversalité, de polycrise, d'entremêlement des enjeux temporels, etc. Donc vraiment, c'était le pari intellectuel du parcours, qui découle donc dans des objectifs un peu plus, on va dire, opérationnels, qui visent à former des cadres au métier, au pluriel, de la transition et à la gestion des risques systématiques. Donc en gros, derrière cette situation d'entremêlement, d'embrouillement, de transversalité, de désectorialisation, quels que soient les termes, on voit apparaître des institutions, des dispositifs, des métiers. Donc l'idée était évidemment d'accompagner les étudiants de Sciences Po sur ces métiers et ces compétences émergentes. Aujourd'hui, c'est le terme de transition écologique qui remporte le lot, mais pendant très longtemps, on a parlé d'incertitude, de risques, etc. Donc je vous laisse regarder un peu les différents domaines techniques, beaucoup d'acronymes, PCAET, RSE, benchmarking. Donc il y a vraiment derrière tout ça des politiques publiques, des dispositifs, des programmes, donc des compétences, donc des métiers. Alors, ce parcours vise à vous communiquer, enfin à vous donner, ou à renforcer plutôt, 4 niveaux différents de compétences. Alors tout d'abord des compétences, une brique académique, puisque derrière ce nouveau monde embrouillé, il y a évidemment des théories, des concepts, des savoirs disciplinaires. Donc comment penser la transition, qu'est-ce qu'un risque, qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de développement durable, qu'est-ce que la biodiversité, qu'est-ce que la justice environnementale, etc. Donc là on est plutôt dans, on va dire, des savoirs académiques, j'y reviendrai après, qui sont alimentés par le droit, la science politique, l'économie ou d'autres. À côté, enfin, en plus de cette brique académique assez classique finalement dans un institut d'enseignement supérieur, on a rajouté, ça c'est vraiment la touche Christelle Cournil, on a ajouté une brique de compétences réglementaires, juridiques. Comme je l'ai dit, ce nouveau monde de transition, le monde d'après, ce monde issu de la crise climatique, est un monde extrêmement juridicisé. Donc derrière cette transition, vous allez trouver le droit de l'environnement, du droit du climat, des instruments de planification écologique. Il y a énormément de contentieux. Il y a énormément de contentieux autour des compétences d'État, etc. Donc l'idée, c'était vraiment aussi de vous donner toutes les, on va dire, bases réglementaires pour comprendre tout ça. Troisième brique, alors là on bascule désormais plutôt dans la dimension pratique, la dimension professionnalisante du parcours. C'est un ensemble de compétences, de savoirs, de logiciels, de méthodologies qui sont très présentes dans ces univers. Donc par exemple, ça c'est un peu une des fiertés du parcours, c'est le seul endroit à Sciences Po Toulouse où on se spécialise un peu en géographie avec les SIG, les systèmes d'information géographique. C'est également l'organisation de cartographie de controverses. On apprend aux étudiants à organiser, à penser, planifier des controverses. Mais c'est bien sûr, j'y reviendrai après, le bilan carbone ou
tous les dispositifs, on va dire, pratiques, organiser une planification, organiser une concertation, etc. Donc une brique académique, une brique juridique, une brique de compétences, et enfin, pour compléter ce panorama, une brique qui est celle normalement qui est l'ADN de Sciences Po, hein, c'est la capacité d'animation, de coordination, de transversalité. L'idée, c'est que les étudiants de Sciences Po sont des mutants. Hein, vous avez une formation en sciences politiques, en droit, en économie, en histoire, donc vous avez cette capacité assez rare à transversaliser, à décomposer des problèmes. C'est-à-dire qu'un problème juridique a aussi une dimension sociale, un problème politique a aussi une dimension historique, etc. Et ça, c'est vraiment votre force. C'est votre caractère généraliste, mais pas du tout généraliste pipeau, plutôt généraliste mutant. Et ça, c'est quelque chose sur lequel c'est un fil qu'on tire énormément dans ce parcours. C'est vraiment cette capacité à organiser des animations, à coordonner, à rassembler des acteurs hétérogènes. Alors, de façon plus précise, et je pense que la slide ne doit pas être très lisible, donc voilà, il y a un ensemble de compétences. Hein, je ne vais pas les décrire parce qu'on en reparlera pour ceux que ça intéresse dans la salle MD 309. Mais voilà, il y a vraiment ces 4 niveaux, des compétences académiques, classiques, des compétences juridiques assez spécialisées, des compétences techniques, ça passe par des logiciels, ça passe par des méthodologies, et plus des savoir-être, des savoir-faire liés à des capacités d'animation. Alors, le parcours reste généraliste. Ça, on l'affiche fièrement dans cette slide. L'idée, bien sûr, c'est pas de spécialiser les étudiants sur une thématique de la transition, la question énergétique, la biodiversité, la question sanitaire. C'est véritablement de former des gens qui vont justement pouvoir articuler les multiples dimensions de la crise climatique. La crise climatique, c'est évidemment des enjeux énergétiques, mais c'est aussi des enjeux de déplacement liés à des enjeux d'acceptabilité sociale. Et donc, plutôt que de faire des ingénieurs liés à tel aspect des politiques de transition, on garde l'ADN Sciences Po, c'est-à-dire ce côté généraliste, qu'on va évidemment thématiser. Donc il y a quelques thèmes qui apparaissent sur la slide: la transition, la résilience, l'aménagement durable, les controverses, le greenwashing, la RSE, les finances vertes. Donc on a quand même une entrée un peu thématisée. Avec parfois même, on va aller un peu plus loin en termes de spécialisation, notamment sur les risques, le concept de transition, le concept de résilience. Il n'en reste pas loin que ça reste un master généraliste. Généraliste et professionnalisant. 2 minutes, ok. Donc là, je vous laisse découvrir ce buisson de partenaires rattachés à ce master. Hein, d'autres universités, celle qui nous accueille, Capitole, celle qui est éloignée par le périphérique, Jean Jaurès, l'INSA, l'INRAE, d'autres laboratoires, le LASP bien sûr, Géode, CERTOP, l'ATECOPOL, l'atelier d'écologie politique de Toulouse. Donc l'idée, c'était véritablement de rassembler dans ce parcours le plus de compétences en interne comme en externe, avec notamment beaucoup de professionnels. On fait appel à beaucoup de professionnels qui travaillent dans ces métiers pour justement assurer le caractère professionnalisant de ce master. Il y a beaucoup de slides, donc je vais aller vite. Donc, autre aspect qu'on a cherché à inscrire avec Christelle, mais c'est le cas de tous les autres parcours de Sciences Po, c'est l'interdisciplinarité. Donc nous, notre interdisciplinarité, elle est à la fois classique, mais aussi ambitieuse. Classique, puisqu'on mélange les SHS, les sciences humaines et sociales. Donc vous aurez évidemment de la Sciences Po, du droit, de l'économie, de la santé publique, de la sociologie, de la géographie. Mais notre interdisciplinarité, elle est aussi ambitieuse parce qu'on va aller au-delà du périmètre des SHS. Vous aurez aussi des sciences dures, des sciences de l'ingénieur. Donc tous ceux qui sont abonnés à Sciences et Vie, tous ceux qui ont rêvé un jour d'être ingénieurs, voilà, c'est le bon parcours. Autre aspect de notre volonté de dépasser les frontières, c'est d'aller vers la technique, vers l'ingénierie. Donc vous avez évidemment des formations informatiques, mais vous avez aussi des formations très techniques qui relèvent du monde de l'ingénierie sur le bilan carbone. Et tout ça, cette interdisciplinarité, elle est rendue possible parce que justement, on collabore énormément avec les collègues de Sciences Po, les collègues du site Toulouse Capitole, les collègues du Mirail, mais aussi des collègues issus de sciences de la vie ou de sciences de la nature. 30 secondes, donc je vire ça. Et enfin, donc, le petit truc en plus,
c'est la formation au bilan carbone, puisqu'on a partenarialisé et intégré dans la maquette une formation donc, pour établir le bilan carbone d'une entité, d'un processus, qui se déroule en e-learning et qui surtout est certifiante. Là aussi, c'est un plus produit. Insertion professionnelle, tout le monde trouve de l'emploi dans des métiers qui font du sens et surtout qui réparent le monde. Et je vous laisse voir quelques exemples, incarnations, même si ça reste les postes et les structures, là où se trouvent les diplômés du parcours TERS. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julien. Donc on va clôturer la partie du premier domaine, l'action publique en transition, par la première présentation d'un diplôme national de master qui fête cette année ses 20 ans d'existence, avec son fondateur et toujours directeur Jean-Michel Emery-Douzan, qui va vous présenter le master Conseil et expertise en action publique. Merci mon cher Adrien. Bonjour à toutes et tous. Ravi de vous retrouver comme d'habitude dans cet amphi toujours surchauffé, mais on arrivera à avoir frais autour de la Noël. Ne désespérons pas du réchauffement climatique. Donc le master Conseil et expertise en action publique, c'est un master qui est très classique dans la plupart des IEP, qui portent des noms différents, mais si on fait un peu le benchmark, pour parler en mauvais français, des instituts d'études politiques dans ce pays, y compris Sciences Po Paris, on trouve un master affaires publiques ou un master action publique, etc. Alors chez nous, ça se dissocie un peu entre ce qui vous a été présenté par Cédric et qui existe depuis toujours et qui est l'ex-PREPENA, etc., c'est-à-dire un parcours carrière administrative qui vise à produire les excellents fonctionnaires de la FPE, de la FPT, de la FPH dont nous avons tant besoin, avec les problèmes d'attractivité que ne cesse de poser le ministère de la Transformation et de la Fonction publique ces derniers temps, après qu'on les ait alertés, mais ils ont eu du mal à comprendre, mais ils ont enfin compris qu'il y avait un problème d'attractivité des fonctions publiques statutaires, même s'il y a encore heureusement beaucoup de candidats au concours. Et il y a près de 20 ans, effectivement, avec la directrice de l'IEP de l'époque, Laure Ortiz, en créant le master de sciences politiques, donc la mention de master, diplôme national de master de sciences politiques avec l'UT1 Capitole, nous avions pensé qu'à côté d'une prépa concours administratif qui est en effet un grand classique et un grand produit type de tous nos IEP, puisque les IEP ont été créés pour cela par l'ordonnance de 45 de De Gaulle et de Debré, il y avait la place, parce que le phénomène commençait déjà à se développer, le phénomène qui n'a cessé de croître depuis 20 ans, qui est celui des contractuels employés dans la fonction publique, non pas comme jadis des contractuels bouche-trou, mais des contractuels de haut niveau, des contractuels de catégorie A et assimilés à la catégorie A, travaillant soit sur des niches, soit sur des métiers nouveaux, tels que le contrôle de gestion, quantité de choses, les webmestres, etc. Le fait est que tous les gouvernements successifs de gauche et de droite, depuis 20 ans, on peu à peu fait monter la part de celles et ceux qui travaillent dans la fonction publique ou dans le secteur public sur la base non pas du fonctionnariat après concours, mais sur le fondement de contrats. Donc nous avons pensé à l'époque, et finalement c'était assez visionnaire puisque le mouvement du monde est allé dans ce sens, qu'il y avait lieu de former les futurs professionnels de l'action publique qui ne désirent pas forcément passer des concours, encore une fois, de les former en commun avec celles et ceux qui vont travailler comme consultants, comme experts, d'où le mot conseil, expertise dans le titre. Donc action publique, c'est le domaine dans lequel travaillent les diplômés de ce master, mais ils peuvent le faire aussi bien en étant contractuels de haut niveau d'une administration publique nationale, européenne, territoriale, qu'en travaillant pour l'ensemble des acteurs et des opérateurs qui sont amenés à appuyer l'action publique, à la soutenir, à l'évaluer. Et il y a quantité d'acteurs
qui peuvent être sous un régime de droit privé pour ce qui est du contrat du travail. Donc, vous travaillez en tant que diplômé de ce master, par exemple, dans un cabinet de consultants, par exemple, dans une société spécialisée dans l'expertise. Vous travaillez dans l'évaluation des politiques publiques, un domaine qui se développe de plus en plus. Vous travaillez également, de manière plus large, potentiellement, dans la sphère de la communication d'influence, comme on dit pudiquement, plus franchement du lobbying, qui là aussi est quelque chose qui se développe et qui est loin de n'être qu'une activité marginale, mais qui prend de plus en plus de place dans la construction et la production des politiques publiques. Et il y a aussi toute la sphère des entourages, des entourages d'élus, des conseillers, de groupes politiques, des assistants parlementaires de majorité ou d'opposition. Et puis les oppositions et les majorités ne sont pas les mêmes aux divers niveaux territoriaux, nationaux, régionaux, etc., et dans les diverses chambres. Évidemment aussi les entourages des titulaires du pouvoir exécutif, puisqu'à tous les niveaux, en France aujourd'hui, on a des cabinets qui entourent le prince ou la princesse qui gouverne nos régions, nos pays ou nos municipalités et métropoles. Donc pour faire tout cela, on a un master qui est un DNM, un diplôme national de master, comme d'autres seront présentés. Donc c'est à peu près la même chose que les parcours de 4A et 5A, sauf que c'est également un master enregistré et reconnu au plan national comme tel, co-organisé avec, en fait, opéré par nous pour le compte de l'UT Capitole. Donc ça aboutit à un double diplôme. De fait, à la fin, vous avez deux parchemins. Vous avez le parchemin de l'IEP qui vaut grade de master et vous avez le parchemin spécifique de Conseil Expertise Action Publique. Donc les objectifs, je viens déjà de vous les raconter avant de vous montrer la diapo, pardon. Je cours trop vite. Donc effectivement, la philosophie, c'est de dire qu'il y a un secteur public et un secteur parapublic qui comporte aussi le monde associatif. Je n'aurais garde de l'oublier, puisque vous savez que sous le fameux statut de la loi 1901 et sous statut associatif, vous pouvez avoir des structures qui sont des quasi-services publics, notamment dans la sphère du handicap, etc., qui peuvent avoir des établissements dont il y a des directeurs d'établissements et directrices. Tout ça sont des métiers où les Sciences Po sont très demandées. Donc il n'y a pas que la carrière de directeur d'hôpital par l'Institut de Rennes, mais vous pouvez aussi diriger, je ne sais pas, des masses, des maisons médicalisées pour personnes âgées au titre de l'ASEI, l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides, qui a son siège à Ramonville et qui emploie des tas de Sciences Po. C'est un débouché possible. Vous avez la formation des adultes, vous avez AFPA, vous avez en réalité plein de domaines dans lesquels vous avez des structures associatives qui emploient des IEPiens dans l'encadrement supérieur puis dirigeant, qui font en fait une contribution majeure à l'action publique, lato sensu, sans être forcément sous statut d'établissement public ou de personne publique. Voilà. Donc, pour faire cela, on a une équipe très interdisciplinaire qui réunit à la fois des universitaires, des professeurs et maîtres de conf HDR qui peuvent diriger des travaux de recherche et des thèses. On a en même temps des professionnels, porteurs de savoirs experts. Donc on fait intervenir des élus ou des anciens élus, on fait intervenir des hauts fonctionnaires, on fait intervenir des consultants, notamment Clément Lacouette-Fougère, qui est un ancien diplômé du master, qui a travaillé au SGMAP et qui est d'aujourd'hui consultant, avec des collègues de KPMG secteur public qui nous soutiennent depuis quasiment 20 ans, fort longtemps. Il y a des collègues pluridisciplinaires, donc des collègues qui appartiennent aux diverses disciplines de base fondamentales de notre établissement, comme le droit public, la science politique, la sociologie, les sciences de gestion, Adrien enseigne dans le master, les finances publiques. Nous avons des divers collègues là-dessus, avec l'ambition donc de vous donner quoi ? De vous donner non pas un métier clé en main, mais des capacités d'intellection élargie de la complexité de ce qu'est l'action publique et de ce que sont les processus décisionnels et de gouvernement dans le monde d'aujourd'hui. La pédagogie étant fondée sur des méthodes interactives et variées,
en essayant de ne pas vous ennuyer trop avec des cours, parce que vous en avez eu déjà beaucoup, et des épreuves écrites, même si je tiens à l'épreuve écrite intelligente qui est la dissertation. C'est Cédric Groulier qui enseigne dans le master aussi, mais nous varions les plaisirs. Nous avons aussi un sympathique challenge des acteurs publics organisé depuis de nombreuses années. Ça aussi, c'est un soutien que je salue avec l'association des diplômés de Sciences Po Toulouse, et qui est un jeu de lobbying avec mise en situation. Nous avons recours à des grands témoins. Nous avons la chance d'avoir Toulouse Métropole avec nous, qui accueille l'ensemble de la promotion du M2 dans les services de Toulouse Métropole pour leur décliner avec 10 chefs de service et directeurs généraux adjoints les divers métiers de ce qu'est la gouvernance territoriale d'une grande métropole aujourd'hui, et les débouchés professionnels. J'en ai un petit peu parlé déjà. Ils vont de mon premier thésard, Luis Medir, qui est aujourd'hui vice-président délégué de l'Universitat de Barcelona, jusqu'à l'attaché de presse de la Première ministre, qui est notre ancien délégué des élèves d'il y a 2 ans, Enzo Petri, en passant par des personnes intervenant dans divers contextes et institutions ici citées. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jean-Michel. Donc voilà, vous avez eu l'aperçu en une demi-heure du premier domaine, action publique en transition. On va changer de domaine, on va passer à l'action internationale. À nouveau, 3 parcours et un diplôme national de master. On va commencer avec le parcours Affaires internationales et stratégie d'entreprise avec mon collègue Stefano Ugolini. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter brièvement ce parcours Affaires internationales et stratégie d'entreprise, qui est l'un des parcours historiques du diplôme. Il a été créé il y a longtemps par mon collègue Alexandre Minda. Moi, je l'ai repris en 2020, quand il est parti à la retraite. Or, historiquement, ce parcours a toujours été celui qui était le plus orienté vers des débouchés dans les secteurs privés. Et historiquement, c'était aussi un parcours très généraliste, c'est-à-dire effectivement de manière à pouvoir ouvrir le plus de carrières possible, notamment dans le secteur privé. Et depuis que je l'ai reprise, il y a quand même eu toute une série d'évolutions dans la maquette. Et donc, je vais vous présenter un peu la philosophie générale de la formation aujourd'hui. Donc, d'abord, un peu les points forts de ce parcours, c'est l'effet d'être en même temps un parcours très foncièrement de l'UEP, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout un socle de connaissances qui viennent de cours des troncs communs généralistes et des cours de troncs communs des spécialités, dont je vais parler tout à l'heure, qui sont vraiment des compétences spécifiques qu'on ne va pas retrouver ailleurs que dans un UEP, avec des cours de relations internationales, économie internationale, droit international public et privé, des cours de sociologie. Donc effectivement, la nature Sciences Po de ce parcours n'est pas remise en cause, mais en même temps, le but de ces parcours est aussi de fournir aux étudiants une remise à niveau générale sur toutes les sous-branches principales des sciences de gestion. C'est-à-dire que, vous savez que dans le premier cycle, vous n'avez pas de cours de gestion. Et donc, quand vous intégrez ces parcours, vous allez, dans l'espace de ces 3 semestres, profiter d'une remise à niveau général sur toutes les branches principales des sciences de gestion, donc avec des cours de finance, marketing, stratégie, entrepreneuriat, management interculturel, système d'information, management des contrats, responsabilité sociale d'entreprise, management de l'innovation, gestion des risques, gestion des ressources humaines, droit des affaires, comptabilité, etc. Donc vous voyez qu'effectivement, on couvre tous les aspects, ce qui permet effectivement de dire que les compétences qui sont acquises sont effectivement équivalentes à celles d'un bon diplôme d'école de commerce.
Comment on le fait? On le fait quand même avec une spécificité Sciences Po, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, souvent les étudiants qui ont eu l'occasion d'aller en école de commerce, notamment les étudiants qui font des doubles diplômes avec TBS, avec TSM, mais disent qu'effectivement, même les mêmes disciplines qu'ils peuvent avoir ailleurs, comme stratégie ou marketing, etc., ou finances, en fait, elles sont traitées de manière quand même assez différente chez nous. Donc, on maintient quand même cette spécificité de l'UEP et on essaie de faire des allers-retours systématiques entre théorie et pratique. C'est-à-dire que la dimension théorique n'est pas délaissée, même si la dimension pratique acquiert une dimension importante. Et la composition de l'équipe pédagogique, avec à la fois des universitaires reconnus et des professionnels de haut niveau, permet effectivement de marier les deux dimensions. Un dernier point important, récemment avec la dernière mouture de la maquette, on a quand même ajouté une petite coloration à travers des nouveaux cours de spécialité autour des questions de l'accès et traitement de l'information. Vous savez que c'est une dimension qui devient de plus en plus importante avec les évolutions récentes, avec tout ce qu'on dit de l'intelligence artificielle, etc. Donc, grâce à mes collègues, effectivement, on a pu monter 3 cours de spécialité sur les 3 semestres, un cours d'économie et sociologie des réseaux, un cours de système d'information et intelligence économique, un cours d'économie de la connaissance et management de l'innovation, qui vont permettre effectivement d'avoir une focalisation plus forte sur ces types de questions qui deviennent de plus en plus cruciales dans n'importe quel domaine d'activité, que ce soit dans les secteurs privés ou dans les secteurs publics. Je ne vais pas m'attarder vraiment sur tous les débouchés possibles. Effectivement, il y en a plein, à la fois dans les secteurs privés, mais aussi, et ça, je tiens à le préciser, dans le secteur public, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même, malgré le fait que, comme je disais, c'est quand même le parcours qui est le plus orienté vers les secteurs privés, ça n'empêche pas, hein, ça ne ferme pas effectivement les portes des carrières dans le secteur public. Hein, on a des anciens diplômés du parcours qui ont des fonctions de gens attachés au service économique d'ambassade ou d'organisations internationales, dans le ministère, dans les collectivités territoriales. Et donc, effectivement, après, plus tard, hein, quand on pourra se voir, pour ceux qui sont intéressés, quand on pourra se retrouver dans la séance spécifique pour ce parcours, je pourrais détailler un peu plus les carrières possibles. Et donc un parcours très professionnalisant, hein, parce qu'effectivement, notamment grâce aux interventions de plusieurs professionnels qui viennent du secteur privé, on peut effectivement déjà commencer, dès les premiers semestres du parcours, à être confronté avec des exercices pratiques, hein, de la réalisation des business plans, études des marchés, audits, etc., etc. Donc cette dimension pratique reste très importante. Donc là, vous avez une présentation de la maquette des 3 semestres du parcours. Donc, comme vous le savez, désormais, donc, on a une partie de cours des troncs communs généralistes et spécialisés. Donc, j'insiste beaucoup sur les cours de troncs communs spécialisés, hein, qui sont effectivement donc, partagés avec les autres parcours du domaine de l'international et qui permettent donc d'avoir de garder cette focalisation forte sur les dimensions internationales. Et ensuite, on a tous les cours de spécialité, séminaires, ateliers propres au parcours. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais comme vous pouvez le voir, effectivement, ça permet de faire les tours de tous les domaines principaux des sciences de gestion. Et enfin, donc, pour ce qui est de l'équipe pédagogique, comme je le disais, il y a un équilibre entre intervenants académiques,
dont certains vous connaissez déjà, d'autres non. Et de l'autre côté, des professionnels. On a des professionnels de haut niveau qui viennent de... on a par exemple une des responsables marketing de Airbus. On a l'une des associées du cabinet PricewaterhouseCoopers de Toulouse, qui est l'un des principaux cabinets à l'international. On a vraiment toute une équipe des professionnels dont la plupart interviennent depuis un moment, donc ils ont une bonne expérience d'enseignement et qui donc permettent effectivement de déjà être prêts pour s'insérer dans le monde du travail. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Et donc, si vous souhaitez, on peut continuer ces échanges par la suite en salle MD 301. Merci. Merci beaucoup Stéphano. On va continuer donc notre exploration du domaine action internationale avec le parcours relations internationales, nouveaux enjeux et gestion de crise. Et c'est Simon Torgman qui va vous le présenter. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. C'est là pour passer ? Ouais. Donc, bienvenue. J'interviens au titre de la coordination de ce parcours qui a un intitulé très très long que je vais essayer de vous clarifier. Vous avez dans le domaine international 4 formations et je vais essayer de préciser un peu les différentes orientations des formations puisque c'est souvent une question qui peut nous être posée. Donc Stefano Ugolini vous a présenté ce qui était au cœur de la formation Affaires internationales et stratégie d'entreprise. Vous avez un autre parcours, diplôme national de master, gouvernance des relations internationales, le 3e sur développement et solidarité internationale, et celui-ci sur les gestions de crise. D'une manière générale, ce parcours concerne les situations dans lesquelles ça va pas fort. Autrement dit, on ne s'intéresse pas tant au fonctionnement routinier du système international, ce n'est pas le cadre diplomatique le plus habituel, mais c'est les moments où le système international se trouve en tension. Donc tension pour des questions sécuritaires, tension parce que crise humanitaire, tension aussi parce que catastrophe environnementale. Le point de départ et la logique de ce parcours de master était de considérer que les secteurs d'intervention étaient de plus en plus fluides et que les crises l'étaient également. Des bornes de plus en plus fluides entre civils et militaires, quand vous avez l'OTAN qui va intervenir pour reconstruire des écoles en Afghanistan, ou à l'inverse, quand des ONG de développement se trouvent aux prises avec une situation de conflictualité forte. Ça supposait pour le master de combiner à la fois les aspects sécuritaires, les aspects humanitaires. Ce qui veut dire que, d'une manière générale, les trajectoires et les parcours professionnels qui découlent de ce master peuvent concerner à la fois le secteur de l'intervention humanitaire, à la fois les secteurs sécuritaires proprement dits, que ce soit dans les forces armées, les services de renseignement, mais aussi des entreprises privées de sécurité, et aussi des ONG humanitaires pour lesquelles les enjeux de sécurité se posent, ne serait-ce que pour les questions de prise d'otages, d'intégrité physique qui seraient mises à mal pour les travailleurs humanitaires eux-mêmes. La logique de ce master, c'est une logique de professionnalisation et de spécialisation progressive. C'est-à-dire que vous avez un premier semestre où on va poser un peu les fondamentaux de l'analyse de conflits, des approches de la sécurité, quelques éléments plus précis et d'éclairage sur l'analyse de la politique étrangère et le cadre juridique qui s'y raccroche. Le deuxième semestre, on va rentrer un peu plus dans la professionnalisation et l'aspect praticien, en abordant un certain nombre de pratiques particulières, que ce soit les interventions dans le cadre de crise sanitaire. C'est un séminaire qu'anime Jean-François Corti, qui est actuellement vice-président de Médecins du Monde, qui intervient à ce titre. J'ai le plaisir, avec un collègue de Lille, d'animer un séminaire sur la résolution de conflits et les médiations internationales. Et d'autres collègues interviennent plus directement sur les enjeux économiques de la sécurité, sanctions, production d'armement, exportation d'armes également. Le troisième semestre, cette logique de professionnalisation s'approfondit avec des secteurs plus précis, le droit
internationale pénale, question qui concerne à la fois, bien sûr, celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre une organisation qui travaille directement sur ces questions, comme la Cour pénale internationale, mais aussi les ONG qui peuvent jouer un rôle en matière de justice post-conflit, notamment. Les intervenants, comme l'ensemble des parcours de l'établissement, mêlent et articulent des intervenants praticiens qui viennent d'ONG ou d'organisations humanitaires, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, mais également des institutions publiques. Deux diplomates interviennent au deuxième semestre pour un atelier, mais également des collègues qui travaillent actuellement dans le domaine de l'expertise de la gestion de crise. Je pense notamment au semestre d'automne de 5e année où Hervé, Arnaud Jouffret et Pierre Kernen travaillent tous les deux sur l'appui et le conseil en gestion de crise avec des parcours originaires soit du monde humanitaire, soit du monde du renseignement. Cette logique, vous l'avez normalement compris si je ne me suis pas trop loupé sur la présentation, suppose que les trajectoires professionnelles à l'issue du parcours sont assez diversifiées. Ça veut dire que grosso modo, on va avoir un tiers des étudiants qui se dirigent vers les métiers et les secteurs de la sécurité proprement dit, un tiers plutôt dans des organisations publiques ou non gouvernementales ou internationales sur des secteurs et des thématiques d'intervention particulières, la réforme du secteur de la sécurité post-conflit, les opérations de désarmement ou de manière plus large des questions relatives au plaidoyer auprès de ces mêmes organisations. Et un deuxième bloc, ou un dernier tiers des étudiants qui vont plutôt aller travailler dans le domaine de l'intervention humanitaire, que ce soit du côté bailleur de fonds, puisque l'Union européenne va financer des organisations pour intervenir en matière d'action humanitaire, ou alors sur le volet plus opérationnel, en rejoignant des structures comme Première Urgence, Handicap International, qui peuvent intervenir directement sur le terrain. Donc, d'une manière générale, c'est un master qui devrait attirer celles et ceux qui ont plutôt un goût pour aller travailler à l'étranger. J'insiste là-dessus. Et pour travailler à l'étranger, c'est pas tant Genève et Vienne que la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Burundi, le Mali, la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des situations de tension fortes qui nécessitent un investissement particulier et notamment un investissement linguistique particulier. J'insiste d'emblée là-dessus. Première chose que je dis aux étudiantes et aux étudiants lors de la réunion de rentrée, c'est surtout ne ménagez pas vos efforts pour commencer une troisième langue ou vous spécialiser sur une zone géographique qui va vous permettre d'avoir un parcours distinctif et une trajectoire distinctive pour rejoindre un secteur professionnel. Voilà, je m'arrête ici. Les taux d'insertion professionnelle sont assez satisfaisants et le master est très sympa. Voilà. Merci Simon. Je vous l'ai dit, on fait tous les efforts ici à l'IEP pour que vous ayez une place dans le parcours de votre choix. Donc cette année, pour le parcours Relations internationales, nouveaux enjeux et gestion de crise, on est même allé jusqu'à créer un deuxième groupe de 30 étudiants pour que pratiquement tous les étudiants qu'il avait choisis en premier vœu puissent le suivre. Je cède la parole à Benjamin Gouris qui va vous présenter le diplôme national de master Gouvernance des relations internationales. Merci Adrien, bonjour. Oui, voilà, donc je suis Benjamin Gouris et je coordonne ce diplôme national de master Gouvernance des relations internationales qui est une formation double diplômante, qui est accessible en double diplomation interne, ce qui était le cas du master CEAP, ce qui sera le cas du master études culturelles. Donc c'est une petite spécificité de ces formations proposées à l'IEP, c'est que vous sortez de ces formations avec deux diplômes, donc le diplôme de l'Institut d'études politiques de Toulouse et un diplôme de master, national de master en sciences politiques, opéré par l'IEP, mais pour l'Université Toulouse-Capitole. La spécificité du master gouvernance des relations internationales, c'est qu'il se spécialise sur des questions internationales. Alors, par rapport aux autres formations sur l'international, là où le parcours de Catherine Baron proposera une formation sur la solidarité, la coopération, là où D2P3 qui vient de vous être présenté propose une formation sur les situations de crise, affaires internationales et stratégie d'entreprise, plutôt accès business, GRI, gouvernance des relations internationales, prépare au métier donc, de la gouvernance internationale, mais disons surtout que c'est un master qui est
qui consiste en une formation plus généraliste, hein, qui propose une formation d'acquérir des compétences dont l'activation va pouvoir être transversale, des compétences dont vous allez pouvoir vous servir dans plusieurs domaines de l'action publique internationale. On ne forme donc pas à un type de métier spécifique, mais à tout un ensemble de métiers. L'idée, c'est donc effectivement que vous acquérissiez des compétences transversales de la gestion de projets internationaux, du plaidoyer, des métiers de l'humanitaire, mais également la capacité à travailler auprès des sociétés civiles. C'est une formation qui, effectivement, est également très professionnalisante, avec une professionnalisation progressive à mesure que les semestres passent, puisque vous avez des modules d'insertion professionnelle, une voie spécifique professionnalisante à l'intérieur du master, avec à la fois, oui, des connaissances théoriques, des cours un peu universitaires, comme vous en avez encore cette année. Alors, vous allez être un peu lassé par les cours un peu universitaires quand vous serez en 4e année, mais c'est toujours très utile, surtout en début de spécialisation, donc des cours, par exemple, de sociologie des relations internationales, que j'assure, de sociologie du Moyen-Orient, de sociologie des organisations internationales, sur les mobilisations transnationales, etc. Et puis également une optique aire culturelle, aire géographique, puisqu'on essaie de mobiliser les compétences de la maison sur certaines aires géographiques. Moi, je fais un cours sur le Moyen-Orient, on a un cours sur les Balkans, on a un cours sur l'Afrique subsaharienne. Donc voilà, une optique également transversale, internationale. Et puis une des spécificités de ces DNM, et notamment de GRI, c'est donc également de former au métier de l'enseignement et de la recherche. Si vous pensez vouloir faire une thèse sur des thématiques qui soient soit des thématiques relatives à l'international ou même de comparaison internationale sur un pays étranger, par exemple, eh bien, ce que permet GRI, c'est donc de vous porter candidat à un financement de thèse, ce qu'on appelle un contrat doctoral. Donc ça, c'est une des spécificités des DNM de la maison, c'est de vous donner accès à la candidature à ces financements de thèse. Donc sachez-le, ça peut être intéressant. On aura l'occasion d'en reparler. On aura notamment l'occasion d'en reparler au second semestre, si vous êtes en 2e, puisque j'ai un cours des autoritarismes dans le monde, je pense, et ça pourra donner l'occasion d'en discuter. Je me dépêche. Ça, c'est déjà dit. Et donc, les enseignements, vous le voyez, on bénéficie aussi dans les DNM, dans les diplômes nationaux de master, dont GRI, à la fois d'un tronc commun et d'enseignement spécialisé. Le tronc commun de spécialité, c'est ce qu'on partage avec les autres formations sur l'international. Chaque formation a mis au pot commun un cours en spécifique, et puis des enseignements fondamentaux, dont je ne vais pas vous donner la lecture, vous êtes tout à fait capable de les lire, mais ce que vous observerez, c'est qu'on a donc une professionnalisation progressive, puisque dès le 2e semestre du M1, vous avez un cours de management et de gestion de projet, vous avez un cours sur les pratiques de l'humanitaire, vous avez un module d'insertion professionnelle, vous apprenez à vous vendre auprès des recruteurs, etc., d'analyse risque pays, etc. Et puis en Master 2, c'est très, très, très professionnalisant, à la fois pour ceux qui veulent devenir des praticiens, mais aussi pour celles et ceux qui voudraient faire une thèse, puisque nous avons une voie professionnalisante avec des enseignements spécifiques et une voie recherche avec une formation de méthode quantitative, qualitative, et puis à l'actualité des sciences sociales. Tout ça nous donne donc, et puis le 2e semestre du M2, vous partez soit faire du terrain pour faire votre mémoire, soit faire des stages pendant au moins 4 mois, au plus, jusqu'au 31 août, en fait, si vous avez l'occasion d'en faire. Des débouchés, encore une fois, ils sont multiples, vu que la formation est transversale et interdisciplinaire, multidisciplinaire. Des agences unisiennes, des agences, des institutions internationales multilatérales. Je ne fais pas apparaître, me semble-t-il, les services diplomatiques, puisque si vous voulez intégrer la diplomatie, aucune formation à l'IEP ne prépare spécifiquement au métier du ministère des Affaires étrangères. Il faudra faire une prépa suite à votre diplôme IEP, mais GRI peut vous permettre une première socialisation sur ces métiers, de première connaissance, ça peut être un premier pas. Vous pouvez être attaché de coopération, vous pouvez travailler dans le système de l'asile, on a des anciens étudiants qui travaillent à l'OFPRA comme chargé de protection, officier de protection, des métiers du conseil, de l'analyse risque pays, des métiers effectivement auprès des collectivités territoriales, dans les bureaux internationaux des collectivités territoriales, bref, tout un panel, dans les ONG évidemment, bref, tout un panel de métiers sur lesquels vous vous professionnalisez au cours des stages qu'on vous encourage à faire et pour lesquels on vous accompagne. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus pour l'instant. Sachez que ceux qui sont intéressés par cette formation peuvent venir me voir en MD 306 suite à cette première réunion. Et voilà, et puis de toute façon, on aura donc l'occasion d'en reparler par la suite si vous le souhaitez. Je suis aussi accessible quotidiennement au bureau D419, 4e étage de la LD de notre bâtiment. Voilà, donc à très bientôt.
Merci beaucoup Benjamin, et j'insiste sur ce qu'il vient de dire. Vous avez la chance d'avoir tous vos enseignants-chercheurs qui ont leur bureau au 4e étage du bâtiment D. Ce sont les 2 laboratoires, le LEREPS et le LASP. Il ne faut pas hésiter à monter les étages et à venir discuter avec eux de votre avenir et de votre choix d'orientation dans les parcours et les masters. C'est très important. On poursuivra à la fin de cette réunion, si on peut, la présentation du dernier parcours développement et solidarité internationale avec Catherine Baron, qui nous rejoindra, je l'espère, à la fin de ces présentations. Pour le moment, on va changer de domaine et on va passer au 3e domaine, le domaine culture et égalité, dans lequel se trouve en tout premier le parcours politique, discrimination, genre, avec mes collègues Olivier Philippe et Isabelle Lacoue-Labart, à qui je cède la parole. Merci beaucoup, bienvenue à toutes et à tous. Alors donc quelques mots généraux sur le parcours politique, discrimination et genre. Pour vous dire d'abord que c'est un parcours qui est assez original dans le panorama universitaire français et dans les IEP également. Et en fait, on l'a monté il y a maintenant une quinzaine d'années à partir du constat justement d'un manque sur ces questions dans la formation qui était une formation initiale. Et donc on a construit un parcours qui est centré sur la question des discriminations dans une approche assez large, dans une approche qui est aussi pluridisciplinaire, et qu'on ajuste progressivement aux questions émergentes dans la société, dans les débats publics. Et donc on peut, dans la mesure du possible, intégrer de nouveaux cours régulièrement. J'y reviendrai un petit peu rapidement. C'est un parcours qui, en fait, s'inscrit aussi dans les recherches qui se font sur le site toulousain, et au-delà, bien sûr, en particulier pour ce qui relève des questions de genre, en lien avec le réseau de master, d'abord le réseau Arpège, études de genre, qui regroupe un grand nombre d'enseignants et d'enseignantes chercheurs du site toulousain de manière large, et qui fait aussi que ce parcours de master est intégré au réseau de master Arpège, c'est-à-dire du LABEX, du laboratoire d'excellence de Toulouse, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez suivre également un certain nombre de formations qui sont hors de l'IEP et avoir un complément en quelque sorte à ce master. Et d'ailleurs, en fait, cet ancrage se traduit par la participation aux enseignements d'un certain nombre d'enseignants-chercheurs de l'ensemble du site toulousain aux enseignements qui sont diffusés, qui sont dispensés dans le master. Alors, j'ai mis l'accent sur l'approche par le genre, mais évidemment, ce n'est pas du tout la seule qui est présente, et on s'est efforcé au fil du temps aussi de diversifier, de multiplier les angles dans la manière d'aborder les discriminations, en tenant compte de tout ce qui relève des autres formes de discrimination liées à des phénomènes de racisation, liés à la question des sexualités, des identités sexuelles, également des situations de handicap, etc. Donc, on a véritablement une prise en compte assez générale de cette question des discriminations, qui sont abordées sous l'angle, par exemple, des politiques publiques. Et en ce sens, il y a un lien très fort avec le domaine 1 qui vous a été présenté, mais aussi sous l'angle de la question des entreprises et de ce qui s'y passe sur ces questions-là. Et Olivier reviendra probablement donc, en évoquant les métiers auxquels cette formation peut ouvrir. Et puis également tourner vers tout ce qui relève de l'associatif, qui est aussi un domaine vers lequel s'orientent un certain nombre de diplômés du parcours. Alors, vous avez des éléments généraux sur le parcours qui sont ici sur l'écran.
donc quelques éléments, mais Olivier reviendra sur les débouchés professionnels et sur le suivi des étudiants diplômés. Je vais juste peut-être dire quelques mots sur les enseignements. Donc, bien sûr, c'est la structure qui est la même que pour les autres parcours de l'IEP, de 4e et 5e année, donc avec des cours magistraux, des cours de spécialité. Donc, vous voyez, par exemple, en 4e année, au premier semestre de 4e année, un cours qui est d'ailleurs un cours nouveau, on y reviendra, mais sur société handicap, et puis des questions relatives au genre, à la politique de la ville, et un atelier qui est précisément d'ailleurs animé par une ancienne diplômée et qui est lissée sur l'année et qui est plutôt la voie, l'élément plus professionnalisant qui est présent dans la maquette et qui se retrouve donc au deuxième semestre de 4e année. Et puis, donc, une approche qui est aussi une approche comparative. On n'est pas limité au cadre franco-français, mais on a soin d'ouvrir à l'international par les approches comparées, par la manière d'aborder la question des migrations, des théories postcoloniales, notamment. Et vous voyez aussi à travers cette présentation sommaire des cours qu'on voit bien la pluridisciplinarité qui est à l'œuvre dans le parcours, avec des cours de droit, de sociologie, d'histoire, de sciences politiques, entre autres. En 5e année, on va retrouver cette articulation entre des cours qui sont pour certains plus théoriques, plus liés en fait à une réflexion générale sur la question des discriminations, et puis des études de cas et des disciplines qui vont aborder la réalité sociale sous l'angle à la fois donc d'une réflexion théorique et des études de cas pour par exemple en sociologie des rapports sociaux de sexe, sur territoire et migration. Et puis, vous voyez, comme je vous l'ai indiqué, la question des entreprises, de la question des discriminations dans les entreprises. C'est donc, on le voit à travers ces différents cours, à travers aussi l'accent qui est mis sur le caractère professionnel dans les ateliers, une formation qui peut mener vers la recherche, même s'il n'y a pas une voie spécifique recherche comme celle qu'a pu évoquer Benjamin Gouris pour les relations internationales, et puis qui va également donc avoir une orientation plus professionnalisante et mener à des débouchés variés, et à des stages d'abord, dans un premier temps variés, et à des débouchés professionnels tout à fait qui signalent en fait à la fois l'émergence d'un certain nombre de métiers sur lesquels Olivier va revenir, et la pluralité des possibles au sortir de ce parcours. Alors je vais laisser Olivier évoquer ces questions-là. Bien, bonjour à tout le monde. Je sens que vous êtes un peu... vous commencez à saturer. C'est normal. Non, simplement pour peut-être à travers la présentation qui vous a été faite, inscrire en tout cas le... Oui ? D'accord. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Ouais, pas vraiment. Il n'y a pas des... Voilà, c'est mieux. Oui. En fait, je pense que dans les présentations qui vous ont été faites cette année aussi, ce que ça montre de Sciences Po Toulouse, c'est que les formations qui vous sont proposées, elles s'inscrivent aussi quand même dans les grands questionnements, sur les transformations de notre monde. Elles sont nombreuses, elles sont profondes. La question, en tout cas, des discriminations, c'est quelque chose effectivement qui s'inscrit plus généralement dans, je dirais, beaucoup d'obligations aujourd'hui concernant tout type d'organisation.
qu'elles soient, bien sûr, que ce soit des entreprises, que ce soit des ONG ou que ce soit au sens large le secteur public, à travers ce qu'on appelle, souvent, vous avez peut-être entendu ce terme-là, mais la responsabilité sociale des organisations, voilà, ou la RSE si on est sur les entreprises, la RSU si on est sur l'université, et qui, en fait, s'intéresse à la question des transformations sociales dans le sens véritablement de comment aujourd'hui on prend en considération la question des différences dans nos sociétés. Voilà. Et donc, ça amène, et la formation qu'on vous propose aussi, hein, vous allez voir, qu'on essaie de vous proposer, c'est de vous armer en fait sur la complexité, en tout cas de ces questions, tant d'un point de vue d'ailleurs disciplinaire, mais pas uniquement, de faire en sorte en fait que vous soyez un petit peu des ingénieurs de cette question-là. Voilà. Le positionnement de la formation, c'est pas de faire de vous des spécialistes a priori, mais c'est de vous donner et de vous armer en termes de connaissances et aussi d'outils assez concrets, à travers notamment la question des ateliers. Et si on les appelait innovation sociale, c'est aussi un terme qui renvoie en fait à ce qu'on appelle l'ingénierie de projet. Comment aujourd'hui, que ce soit dans le cadre des entreprises ou des politiques publiques, eh bien, on manage, on monte des projets pour lutter contre les discriminations, pour promouvoir les diversités, pour essayer de mettre en place au sein des organisations des politiques de non-discrimination. Voilà, donc c'est cette capacité aussi, je vous le dis parce que lorsqu'on regarde en fait aussi les secteurs et les métiers couvrent, enfin sur lesquels ouvre en tout cas le parcours, ça concerne aussi bien les ONG, les entreprises que le secteur public. Voilà. Et à travers ça aussi, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de comprendre les cultures administratives, les cultures d'organisation et de travail de tout le monde, et d'être en fait des traducteurs aussi pour mener à bien des projets. Donc au niveau très rapidement, hein, sur le type de métier, ça va, ce que nous on observe, hein, c'est-à-dire ça peut être aussi des chargés de mission au sein des organisations diversité, ou lutte contre les discriminations, ou égalité femmes-hommes. On est plutôt sur ce profil de chargé de mission, mais ça peut être aussi du plaidoyer au niveau des ONG, ça peut être aussi la formation, parce qu'en matière de discrimination, on s'aperçoit que il y a beaucoup à faire en termes de formation. Bon là j'arrête, hein, parce que c'est manifestement je vous saoule. Ouais, ok. Il faut que j'arrête, c'est ça. Ouais. Ok. Voilà. Pour ce qui est de la diversité des métiers, on a une table ronde cet après-midi avec 3 intervenantes qui vous donneront justement un aperçu de cette diversité des possibles au sortir du parcours PDG. Merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle et Olivier. Donc vous pouvez les retrouver en salle MD 315 à l'issue des présentations. On va passer au deuxième parcours qui est un diplôme national de master qui fait partie du domaine culture et égalité, qui est le master études culturelles. Et c'est Frédéric Charbonnier et Erwan Morette qui le coordonnent. Donc je cède la parole à Frédéric. Bonjour, je vais vous parler rapidement, donc j'ai 10 minutes, c'est ça. Donc ce master, j'ai écrit qu'il était ambitieux. Il est ambitieux parce qu'il essaye à la fois de vous préparer à une carrière professionnelle dans le domaine de la culture, ce qui est très très large, je vais y revenir, vous donner le bagage académique pour y parvenir, et vous permettre, si vous le voulez, de vous orienter vers une carrière dans la recherche. Le bagage académique, c'est pas que pour ceux qui veulent aller dans une carrière de la recherche. Si un jour vous voulez devenir directeur d'un établissement culturel ou dans une administration publique, c'est très important d'avoir vraiment un bagage qui vous permette de parler, par exemple, de quelle est la différence entre démocratie et démocratisation culturelle. Voilà. Si vous voulez devenir directeur d'un théâtre, directeur d'une institution, directeur d'une ADA, d'une institution auprès du ministère public, vous devez avoir un fort bagage académique. Donc c'est utile, quelle que soit l'orientation. Alors la culture ici, c'est vraiment au sens très large.
Le sport, les minorités, tout ça pour nous ça fait partie de la culture. Donc ça brasse vraiment très très large. J'y reviendrai. Attends, je vais incliner ça parce que je vois pas. Oui. Ah oui, ça sera mieux. Ah oui, c'est mieux. Et il est important de dire qu'il n'y a pas de prérequis. Donc le master est co-dirigé par Erwan et moi-même. Erwan Morette, à l'origine, elle a une formation, elle est danseuse professionnelle avant de suivre une carrière académique. Moi-même, j'ai une formation sérieuse en théâtre, en musique, et je suis président du conseil d'administration de la Place de la Danse, le centre de danse contemporain de Toulouse, national. Mais on ne vous demande pas d'avoir des choses de ce type. Enfin, bien sûr, c'est bien vu si vous venez et vous avez un bagage artistique ou une expérience dans le secteur culturel, mais c'est pas du tout requis. On vous demande pas non plus de savoir si vous voulez aller plutôt vers la recherche ou vers une voie professionnalisante, et si c'est plutôt dans l'édition, dans les jeux vidéo, dans les médias, dans le spectacle vivant, dans les musées. C'est complètement ouvert, vous pouvez vous décider peu à peu. Donc ça, je vais y revenir. Je passe rapidement sur le fait que donc c'est une double formation, diplôme IEP et master, comme ça a été dit tout à l'heure, et avec des troncs communs. Donc voilà, en haut, c'est le tronc commun partagé par tous les élèves. En bas, c'est le tronc commun de spécialité partagé avec le parcours politique, discrimination et genre que vous venez d'entendre. Et là, j'ai utilisé 2 couleurs. Donc la couleur violette, c'est des cours plutôt académiques, d'économie, de sociologie, de sciences politiques, en vert clair ou bleu clair, c'est un peu entre les deux, c'est des cours plutôt professionnalisants. Donc vous allez avoir ces couleurs utilisées par la suite. Ça, c'est le tronc commun et tronc commun de spécialité. Après, vous avez tout un volet où c'est des formations académiques qui préparent à la recherche. Ce qui est en clair, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que vous décidez entre option pro et recherche peu à peu, en M2. Donc vous avez des cours, alors c'est beaucoup de la sociologie et des sciences politiques, mais c'est aussi de l'économie, du droit, de l'histoire. Donc ça, je vais y revenir. Et donc c'est seulement en M2 que vous pouvez décider de faire l'option pro, et là vous avez tout un bagage supplémentaire pour l'option recherche. Donc ces formations académiques, il y a toute une équipe très large. Vous avez la plupart des intervenants qui travaillent sur la sociologie de la culture ici. Donc j'ai essayé de faire une liste, mais je pense que j'ai oublié des gens. Et dès qu'on a besoin de quelqu'un de ciblé, on va essayer d'aller chercher les meilleurs ailleurs. Donc par exemple, j'en ai juste cité 2, mais la personne qui est spécialiste de la sociologie du cinéma, Julien Duval, à Paris, elle vient ici faire cours. Une des personnes qui est spécialiste de la sociologie de l'édition, elle vient ici faire cours. Donc on essaie à chaque fois de faire venir les meilleurs quand ils ne sont pas ici. Et donc pour ce qui est de l'option recherche, régulièrement, on a quelqu'un qui sort de la promo du master et qui obtient une bourse doctorale. C'est le cas cette année. L'étudiant qui obtient une bourse doctorale à Sciences Po Toulouse, il vient de ce master. Donc l'option recherche est prise ici très au sérieux. Après, vous avez tout un volet de formation professionnalisante. Donc là, pareil, ce qui est en clair, c'est pour tout le monde. Et c'est seulement en M2, vous choisissez pro ou recherche, et c'est la partie foncée. Donc les carrières professionnelles dans la culture, ça demande à la fois de connaître les secteurs. Donc vous avez des intervenants qui interviennent sur des aspects sectoriels. Par exemple, vous avez quelqu'un qui va intervenir sur les médias, sur les jeux vidéo, sur le cinéma, sur l'édition, sur les festivals, sur les musiques actuelles. Donc on essaie de couvrir les grands secteurs de la culture, même si j'ai dit tout à l'heure que c'était encore plus large. Donc là, c'est la culture stricto sensu. Et par ailleurs, dans le travail, dans les professions culturelles, vous avez généralement plein d'étapes différentes. Vous avez accompagné la création d'un spectacle, vous avez la diffusion, la production, la gestion, la programmation. Et donc vous avez des intervenants qui vont vous parler de chaque étape. Là, je vous donne une liste non exhaustive des intervenants. Et ce qui est important de dire, parce que j'aurai peut-être pas le temps après, c'est que tous ces métiers-là vous sont ouverts, hein, sauf les artistes. Il y a quelques artistes qui interviennent, Caroline Archouri, Frédéric Poujart qui est quelque part, qui est un acteur, conteur. Vous avez Caroline Logiou qui est metteuse en scène, qui intervient vous parler de l'histoire de la mise en scène contemporaine et qui vous emmènera, pour ceux qui viennent dans le master, au théâtre 2 ou 3 fois dans l'année pour vous montrer, vous confronter à des œuvres. Mais tous les autres, ce ne sont pas des artistes, et vous avez notamment une partie de ces gens-là, c'est des anciens du master.
Donc juste pour vous en donner quelques exemples, Sophie Lévy-Valency, elle était dans la première promo, elle est directrice de production de spectacles et de festivals. Gabrielle Bernoville, elle est plus jeune, et c'est une ancienne du master, elle travaille à la Commission européenne sur les aspects culturels. Vous avez Pauline Deric, qui est l'administratrice actuelle du Centre de la danse à Toulouse, du Centre chorégraphique national de danse Toulouse-Occitanie. Et enfin, Olivier Mocco, c'est un ancien du master, qui a créé une société d'édition de jeux vidéo. Donc tous ces métiers différents, au niveau de la création de spectacles, de l'administration, de la diffusion, de la production, vous sont accessibles. Ça fait partie des débouchés naturels dans les différents secteurs. Alors, pour terminer, un point important, alors peut-être avant de parler de ce volet-là, si vous regardez bien, vous avez insertion professionnelle. Ce qui est très important, c'est que vous êtes accompagné. Donc il y a une forme de tutorat. Erwan Moret, qui co-dirige le master, rencontre chaque élève individuellement, plusieurs fois, pour l'aider à choisir, à s'orienter. Et vous avez un intervenant, Gwenaël Prudhomme, qui connaît très très bien les parcours professionnels dans le secteur de la culture et qui intervient spécifiquement et qui peut également conseiller chacun d'entre vous. Donc il y a vraiment un gros accompagnement, aussi bien si vous hésitez entre recherche et pro, si vous voulez en savoir davantage, ou si vous hésitez entre différents secteurs, différents métiers de la culture. Donc pour terminer, il y a aussi beaucoup de travail personnel ou collectif. Une minute ? Ok. Sur le plan collectif, vous avez ce qu'on appelle les études de cas. C'est un travail en groupe où on vous demande de faire une enquête de terrain sociologique. Ça peut être sur le sport, sur un théâtre, sur un musée. Et ça dure toute l'année. Vous rendez ça avant le dernier semestre. Financement, montage de projet, c'est toute la promo qui essaye de monter, comme l'année dernière, un festival. Et là, donc souvent les élèves au début n'aiment pas du tout, et à la fin ils nous disent que c'est l'expérience qui a été la plus enrichissante parce que vous êtes confrontés à la réalité. Comment réserver une salle, comment passer des contrats, comment faire face aux contraintes de sécurité, et ainsi de suite. C'est très compliqué. Donc parfois c'est un petit peu difficile d'être confronté à cette réalité. Et enfin, vous avez des mémoires, le mémoire UEP, le mémoire pro qui est associé généralement à un stage. Et si vous êtes en option recherche, c'est un seul et unique gros mémoire. Donc juste pour terminer, je termine là-dessus, mais j'en ai déjà un petit peu parlé. Il y a un très beau taux d'insertion professionnelle. Il y a relativement peu de gens qui continuent des études après, parce que je pense que la formation est assez solide, aussi bien pour faire une carrière pro que carrière recherche. Et régulièrement des gens qui font une thèse après. Merci. Merci beaucoup Frédéric. Donc on a maintenant, on va présenter deux parcours, une école et un parcours qui sont aussi historiques à Sciences Po Toulouse. Et on va commencer donc par l'école de journalisme de Sciences Po Toulouse qu'Olivier Bénet va vous présenter. Bonjour tout le monde, je vais mettre un terme à un suspense insoutenable. Il s'agit de vous former au journalisme dans ce qui s'appelle désormais école de journalisme, ce qui est plus lisible à la fois en interne et de l'extérieur. Alors, je vais faire très très rapide, et je sais que c'est déjà long pour vous, et celles et ceux qui seront intéressés, venez poser vos questions, on sera là, enfin je serai là avec au moins un diplômé, enfin pas un diplômé, un étudiant de 5e année tout à l'heure. Pour vous dire que c'est une formation qui vise à vous permettre de devenir journaliste en sortant de Sciences Po. Pour ce faire, l'établissement a, notamment dans le cadre du déménagement, a mis des moyens conséquents pour vous permettre de pratiquer le journalisme dans tous les corps de métier. Alors vous n'avez peut-être pas conscience, mais il y a une salle réservée au 3e étage, réservée au sens où elle est réservée l'accès est réservé aux étudiants en journalisme, dans laquelle il y a des installations pour faire de la radio, pour faire de la télé, pour travailler en groupe aussi. Alors, c'est les petites photos que vous voyez là. On a, au-delà des moyens techniques, mais c'est important de pouvoir accéder à du matériel, notamment de télé, de radio, etc. On a des intervenants professionnels, des journalistes professionnels qui viennent intervenir dans la formation, dans tous les corps de métier, que ce soit presse écrite, web, télé, radio, web. Donc on a 15 intervenants professionnels, dont je signale il y en a 6 qui sont diplômés de cette formation qui existe depuis longtemps, depuis presque 20 ans je pense aussi.
Donc on a une antériorité là-dessus qui est réelle. Alors je passe sur le tronc commun. Vous avez vu plein de déclinaisons du tronc commun. Juste pour vous dire que nous, on ne propose pas de cours de tronc commun spécifique. Simplement, on va, entre guillemets, piocher dans l'offre pour vous proposer des cours de tronc commun qui continuent à exister. Et je vais juste décrire, mais très rapidement, et je répondrai encore une fois à toutes les questions. Il y a des cours à propos du journalisme qui sont des cours nécessaires, des cours de droit, d'économie, d'histoire. C'est bien de connaître ses droits, ses devoirs, la législation applicable à son activité, etc. Savoir ce que c'est que la diffamation, savoir à quel risque juridique on s'expose. En ce moment, c'est un peu d'actualité, etc. L'économie aussi, l'histoire également. Et à côté de ça, on a dès le quatrième semestre, dès le premier semestre de quatrième année, pardon, des cours d'écriture, de mise à plat de la manière d'écrire et de travailler des journalistes. On considère que vous ne savez rien faire en rentrant, ce qui n'est pas le cas tout le temps, mais ça peut être le cas, que vous ayez des expériences limitées, etc. Donc on part de la base, si j'ose dire, avec des journalistes qui vous accompagnent dans tout ça. On a créé un cours d'enquête locale, là aussi dès le premier semestre de quatrième année, et un séminaire de journalisme environnemental et scientifique depuis l'an dernier, avec 2 journalistes, un spécialisé sur les questions d'environnement, un spécialisé sur la science. Alors, quelques différences avec d'autres parcours. Dès la quatrième année, il y a un stage obligatoire de 4 semaines minimum, que l'on vous demande. On vous demande de le faire dans des médias locaux. Alors ça peut être presse écrite, radio, télé, et ça n'a pas besoin d'être à Toulouse, hein, ça peut être, peu importe. Parce que les médias locaux, c'est très formateur, on fait de tout. On fait de la culture, du sport, de l'économie, des faits divers, etc. Et donc c'est très formateur. Autre particularité, en cinquième année, il y a un deuxième semestre, c'est-à-dire que alors, je vais m'expliquer sur la dimension deuxième semestre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en stage dès janvier, on vous garde 6 semaines de plus, avec des cours intensifs dans, là aussi, tous les corps de métier, en télé, en radio, en presse écrite, en web, pour que voilà, vous soyez déjà dans le rythme au moment où vous allez partir en stage. Stage qui dure lui aussi 4 mois minimum. Je ne sais même pas depuis combien de temps je parle, mais j'en ai plus pour très longtemps. Les étudiants en journalisme, ils produisent toute une série de production journalistique. Alors il y a un magazine annuel, alors vous voyez que le nom change, la titraille change, comme c'est votre magazine, c'est vous qui choisissez à la fois comment il s'appelle, comment vous voulez le titrer, le thème sur lequel il va évoluer, etc., qui est imprimé par les soins de l'IEP en couleur. Il y a aussi un site web école qui est alimenté par les étudiants en permanence dès le second semestre de quatrième année. Et depuis 4 ans, les étudiants de 5e année font un long format web, c'est-à-dire qu'ils ont un grand projet qui vont réaliser collectivement autour d'une thématique ou d'un angle qu'ils vont décider entre eux. Et je pourrais je pouvais pas vous montrer, mais je pourrais vous présenter ce qu'ils ont pu réaliser. Voilà, sur l'insertion. Juste pour vous donner une idée des lieux de stage de cette année, on a eu des stagiaires à Marianne, Canal+, So Good Radio, l'Humanité, France Culture, Dépêche du Midi, donc voilà, c'est très très large. On a de très bonnes... Alors je sais que c'est un peu tout le monde qui dit ça, mais on a un taux d'insertion, c'est-à-dire qu'on a plus de 80% des diplômés qui sont en poste 6 mois après le diplôme. Ils sont présents dans tous les types de médias, dans tous les types d'actualités. On a à la télé, à la radio, il y en a qui font de la politique, il y en a beaucoup qui font du sport, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'on doit avoir près de la moitié de la rédaction sport de Canal+, qui vient de chez nous. Bravo à lui, Sylvain Louvet, qui est un diplômé de 2006,
6 ou 7, a obtenu le prix Albert Londres en 2020 en catégorie audiovisuelle. Et c'est super pour lui d'abord. Pour une enquête sur les systèmes de surveillance en Chine, etc. Voilà, je m'arrête là. Et si vous voulez en savoir plus, on se retrouve là-bas. Merci beaucoup, Olivier. Donc, vous avez en deuxième année des ateliers journalisme. Inscrivez-vous. Faites-le parce que c'est très important pour préparer la suite et notamment votre candidature à l'école de journalisme. Voilà, c'est. Et n'hésitez pas également pendant votre année de mobilité, si vous avez des stages en journalisme, voilà, vous orientez dès maintenant. Je vais céder la parole à Jérémy Nollet qui va vous présenter le parcours communication qui a cette originalité d'être pour le moment l'unique parcours en alternance de Sciences Po Toulouse. Et voilà, donc ça fait déjà une spécificité. Merci Adrien, merci à toutes et à tous d'être ici. Donc je vais vous le présenter rapidement, mais pour plus de détails, on se retrouve éventuellement ensuite dans la salle MD 007 qui sera prochainement baptisée salle James Bond. Alors, le but du master communication, du parcours communication, c'est de former à la communication, en fait, dans sa diversité. Donc, j'essaie de donner une petite définition, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tous les métiers de la communication. Chargé de communication, directeur de communication, conseiller, il y a plein de dénominations, ça varie beaucoup. Les points communs, c'est que c'est souvent en fait, des postes à responsabilité. Peut-être pas l'année où on sort de Sciences Po, mais dans les 5-10 ans après le diplôme, vous êtes plutôt là pour être des chefs de service de communication, prendre des responsabilités, faire de la stratégie, et non pas dans des métiers d'exécution. Vous n'allez pas passer votre vie à rédiger des communiqués de presse, des tweets, etc. C'est pas ça l'ambition, et c'est pas ça ce que font nos diplômés une fois qu'ils sont sortis. Par ailleurs, il n'y a pas non plus de contraintes sur le type d'endroit où on exerce. C'est-à-dire qu'on a des diplômés qui travaillent dans le privé, dans des grandes entreprises, dans des agences de communication, d'autres qui travaillent dans le public, les collectivités territoriales, les entreprises publiques, le monde associatif. Donc en gros, le pari du parcours, c'est de former des gens qui sont susceptibles de travailler dans tous ces domaines, et puis même surtout de changer de domaine en cours de carrière. Donc voilà, j'en dis pas davantage. Si vous voulez en savoir plus sur les débouchés, je vous invite à venir en début d'après-midi à 13h30. On a une table ronde avec pas mal de professionnels du secteur, 6 professionnels dont la plus grande partie d'entre eux sont des diplômés de la maison. Ça vous donnera un peu un aperçu concret des métiers. Voilà, ce que je voudrais peut-être souligner ici, c'est qu'effectivement, on est pour l'instant le seul parcours à fonctionner sur une pédagogie en alternance depuis 2 ans, et c'est la cinquième année, c'est la deuxième promo en alternance. Concrètement, ça veut dire que l'alternance, donc ça concerne la 5e année. La 4e année, elle est comme pour tous les autres parcours. Donc vous avez le même modèle de cours de tronc commun, de séminaires, etc. La seule petite spécificité, c'est que on est dérogatoire, et en fait vous avez la possibilité, quand vous choisissez le parcours communication, de prendre soit le tronc commun action publique, État, etc., soit le tronc commun international. Donc il y a une possibilité un peu de moduler les parcours selon notamment les projets professionnels par la suite. Mais au fond, ce qui change vraiment, c'est la 5e année, qui est complètement dérogatoire à tout ce qui se passe à l'IEP. On est en alternance, c'est-à-dire que, en gros, sur l'année, vous passez chaque mois 1 semaine à suivre des cours ici à Sciences Po et 3 semaines en entreprise, en collectivité, en administration, où là, vous apprenez le métier, du coup, avec un tuteur, un maître d'apprentissage dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est que ça permet notamment d'aller plus loin dans la professionnalisation. Je vous ai mis ici une petite liste des contrats, enfin des lieux d'apprentissage sur l'année dernière et cette année. C'est pas exhaustif, mais ça vous donne une idée de la diversité des situations. Et donc du coup, à cette dernière année, donc en gros, il y a 1 semaine par mois à peu près à Sciences Po Toulouse. Il y a à la fois quelques cours fondamentaux, il reste un cours de langue, d'anglais, un cours sur les métiers de la communication que je donne, un atelier pour avancer sur les mémoires, et puis après, l'essentiel, ce sont des intervenants pros, une bonne partie sont des diplômés, mais pas seulement,
soit pour vous donner des bases sur différents types de communication de crise, communication sportive, etc. Soit des savoir-faire qui sont utiles en fait, quelles que soient les spécialités. Établir des stratégies de communication, le droit du travail, faire respecter ses droits, etc. etc. Pourquoi faire de l'alternance ? Il y a plein de bonnes raisons de le faire. D'une part parce que du coup c'est une pédagogie qui est un peu différente, c'est-à-dire que à la fois vous apprenez des choses à l'IEP avec des intervenants pros, des universitaires, mais surtout vous allez apprendre la pratique professionnelle vraiment en contexte et dans la durée, c'est-à-dire pas sur un stage de quelques semaines, mais sur une année complète. L'autre avantage, c'est que ça permet en gros à chacune de se former vraiment à son projet professionnel. En gros, sur un cursus d'IEP, on ne peut pas former à fond quelqu'un qui veut faire de la communication politique, quelqu'un qui veut faire du sport, etc. On peut introduire un peu tout ça. Mais du coup, l'apprentissage, ça permet à quelqu'un qui a vraiment un projet professionnel très précis de passer un an à s'y former et donc du coup d'avoir un projet beaucoup plus personnalisé. Troisième avantage, c'est que la 5e année, elle est gratuite pour vous parce que c'est votre employeur qui paye les frais d'inscription et vous êtes rémunéré. Pas énormément, mais ça change un peu la donne. Et puis, évidemment, ça aide encore plus à l'insertion professionnelle, soit parce que vous pouvez poursuivre ensuite, après l'année d'apprentissage chez votre employeur, soit en tout cas parce que ça vous aide à mieux construire vos projets professionnels par la suite. Donc voilà, en gros, en quelques mots, cette présentation du parcours. On pourra en dire davantage juste après dans la salle. Juste un petit conseil, si jamais vous êtes intéressé, commencez à réfléchir un peu, faire un stage peut-être en 3e année dans le domaine de la communication. Ça peut être utile en fait d'avoir une toute première expérience pour aller décrocher son contrat d'apprentissage en 5e année. Mais même si ce n'est pas le cas, vous y arriverez quand même. Tout le monde trouve des contrats, il n'y a pas de souci. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Jérémy. Et donc, Catherine Baron nous rejoint pour la présentation du parcours qui fait partie du domaine Action internationale, qui est le parcours Développement et Solidarité internationale. Merci, Catherine. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Catherine Baron, j'enseigne à Sciences Po depuis 2012 et j'ai participé au montage de ce parcours il y a donc très longtemps maintenant, qu'on a réintitulé, on l'a reformulé en l'intitulant développement et non plus développement économique, parce que le développement, ça englobe l'économique, mais ça englobe aussi beaucoup d'autres choses. Donc c'est un parcours qui est interdisciplinaire, avec de l'anthropologie, de la sociologie, de l'économie du développement, etc. Mais c'est vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une vision du développement global et critique aussi. On a reformulé aussi, avant il s'appelait coopération internationale. Comme vous savez, le terme de coopération pose aussi un certain nombre de questions qu'on aborde dans le cadre de ce parcours. Et donc, on l'a reformulé sous le terme de solidarité internationale. On pourrait même mettre un S à solidarité d'ailleurs. Alors, l'idée de ce parcours, c'est vraiment de former des jeunes au métier de la solidarité internationale, au monde des ONG, mais pas que. Souvent, on voit ce parcours comme c'est de la formation pour travailler dans le milieu des ONG. Mais aujourd'hui, il y a tout un tas de domaines et de secteurs dans lesquels les étudiants et étudiantes peuvent intervenir. Je pense aux agences de développement, tout ce qui concerne donc l'aide au développement, les agences internationales telles que les Nations Unies, mais aussi les fondations qui sont aujourd'hui très importantes dans le domaine de la solidarité internationale, ainsi que tout ce qui renvoie à l'entrepreneuriat social et l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que ce parcours, il est ciblé, c'est ce que j'explique souvent aux étudiants et étudiantes, sur les Suds, donc le Sud, ce qu'on appelle le Sud global, ce qu'on appelait avant les pays en développement, mais ce n'est pas parce que vous allez travailler dans des métiers de la solidarité internationale que vous allez être localisé dans les Suds forcément. Il y a beaucoup de métiers qui se passent en France. Je pense notamment dans le cadre de la coopération décentralisée, où ce sont des collectivités locales qui sont en relation entre les Nord et les Sud. Donc il y a plein. Il ne faut pas que vous disiez que quand vous faites ce parcours, ça vous forme pour partir obligatoirement dans un pays en développement. Comme je vous l'ai dit, dans le cadre de ce parcours, on est sur une démarche critique. L'idée, c'est de vous faire prendre conscience des enjeux de développement et de remettre un peu en cause la façon dont on pensait les interventions dans le cadre de l'aide publique au développement il y a
allez, je vais dire 20 ans, mais il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 4-5 ans aussi. Aujourd'hui, on voit tous les enjeux, la crise du Sahel nous interpelle sur nos modalités de coopération avec les Suds. Et donc, c'est vraiment de discuter un petit peu comment penser une rupture en termes de transition, mais aussi en termes de nouveaux modèles de développement qui émergent et de travailler aussi sur ces modèles qui sont souvent très descendants et de repenser des modèles de développement local prenant en vrai la question de la participation. Donc, on va beaucoup travailler sur la participation, mais de façon critique aussi. Là, dans le cadre de ce parcours, on est d'accord qu'on est plus sur les enjeux de développement et pas les enjeux humanitaires. C'est important, même si... Alors, donc ça fait la différence avec l'autre parcours qui vous a été présenté, même si je pense qu'aujourd'hui, il y a des débats à avoir parce qu'il y a des acteurs de l'humanitaire qui interviennent dans des situations d'urgence, mais parfois, on peut se demander quelle est la frontière entre urgence et développement. Donc, il y a des intervenants aussi qui travaillent sur ces questions. Et puis, l'idée aussi de ce parcours, c'est vraiment de vous donner des compétences diversifiées. Ce que je dis, ce parcours, ce n'est pas Bioforce, ce n'est pas un institut qui vous prépare à la gestion de projet seulement. Il vous prépare à la gestion de projet. C'est un parcours qui est très professionnalisant, avec beaucoup d'acteurs de la solidarité internationale. Un atelier qui est central dans le cadre de ce parcours, parce que dans le cadre de l'atelier, vous allez travailler sur de la gestion de projets de solidarité internationale. Donc vous allez avoir tous les outils. Mais la différence pour moi de ce parcours et de Sciences Po, c'est que parce que vous avez un regard critique, vous êtes capable de mettre en perspective ces outils que l'on va vous proposer dans le cadre de ce parcours. Voilà, donc ça c'est très important pour moi, c'est hyper professionnalisant, plein de professionnels qui viennent de partout, on a peu de compétences locales à Toulouse, donc il y a beaucoup de gens qui viennent de l'AFD, d'ONG, de grosses ONG qui sont situées à Paris, aussi des acteurs locaux, parce qu'on a un partenariat avec Occitanie Coopération, qui est une plateforme multi-acteurs d'associations de solidarité en région. Il y a plein d'autres intervenants, et je remercie Sciences Po aussi, parce qu'on a beaucoup de professeurs invités étrangers, à la fois invités par Sciences Po et invités dans le cadre de programmes de recherche que je conduis. Donc des collègues qui viennent du Niger, des collègues qui viennent du Brésil, des collègues qui viennent d'Asie, d'Indonésie, Thaïlande, etc. Donc c'est vraiment, moi j'insiste beaucoup aussi sur l'appui de nos collègues des Suds qui viennent partager leurs connaissances de terrain aussi sur ce parcours. Donc un équilibre entre des cours théoriques, des séminaires et des ateliers hyper professionnalisants, des interventions de professionnels, un master généraliste. On n'a pas voulu faire une spécialité, donc il n'est pas spécialisé sur l'éducation, sur la santé, sur l'écologie, etc. Vous allez voir sur l'urbain, sur le rural, vous allez voir tout ça. Et c'est un choix qu'on a fait de le conserver généraliste. Et donc, les débouchés, ce que je dis souvent, mais les étudiants ne comprennent pas ma formule. Alors, je ne sais pas si c'est très bien que je continue de l'utiliser, mais ils forment à des jeunes qui ont envie, entre guillemets, de mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire, ça veut dire que là, les jeunes qui vont travailler dans ces métiers-là, ils vont être dans l'action, ils vont faire. Ils ne sont pas dans des bureaux à New York ou à Londres, ils sont vraiment dans le cadre de projets concrets et ils travaillent. Et c'est pour ça aussi que c'est important de se former à la réflexivité et au regard critique pour ne pas faire n'importe quoi, parce que c'est de l'intervention directe aussi. Et donc, c'est très important de penser à ces interactions avec les terrains et les populations avec lesquelles vous serez mis en relation. Bon, alors là, j'ai fait un petit message, je pourrais revenir en détail si vous venez me voir. C'est la maquette, et vraiment pour vous montrer la diversité aussi des cours, des sujets, et l'atelier qui occupe une place énorme dans le cadre de cet atelier, de ce parcours. L'atelier, je vous demande juste 2 minutes de concentration, puis j'arrête. L'atelier, il est conduit par une professionnelle du milieu des ONG. Elle est américaine, donc l'atelier, il est fait à la fois en français et en anglais. C'est une grande force, c'est une grande chance pour nous de l'avoir, parce que du coup, tout de suite, vous êtes opérationnel dans n'importe quel pays, parce que vous avez aussi cette capacité de connaître tous les termes et tous les dispositifs, à la fois du monde anglophone et du monde francophone. Donc pour moi, c'est une grande chance de l'avoir, et elle assure, avec mon appui, l'atelier de toute la 4e année. Voilà, je ne sais pas si sur les compétences, donc des compétences analytiques, des compétences méthodologiques, compétences de gestion de projet et de pilotage d'équipe, vous serez capable d'élaborer aussi un projet dans un contexte donné, de le piloter, d'être chef de projet, quoi.
Vous êtes aussi en capacité de produire de l'information et de mobiliser toutes vos connaissances. Vous êtes aussi en capacité de négociation dans des contextes à risque. C'est clair que moi, je travaille sur le Niger, sur le Burkina, vous voyez, donc en termes de chercheurs, ce n'est pas des pays simples aujourd'hui, mais il y a des outils pour arriver, voilà. Et puis, une capacité à innover et à expérimenter. Je pense que c'est ça aussi l'avenir de ces métiers. Voilà, je vous remercie. Oui, ça c'était sur les métiers. Je sais que vous êtes souvent stressés et que vous avez besoin qu'on vous dise quel métier. Consultant, travailler dans des fondations. Là, c'est là où les jeunes ont trouvé du travail. Dans l'entrepreneuriat social, l'ESS, et chef de projet de solidarité internationale en France, à l'international, dans le Sud global. Je l'ai déjà dit. Merci beaucoup Catherine. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette présentation. 2 informations. Vous avez une journée dense qui vous est proposée en ce moment même au-dessus dans les amphis MB3, MB4. J'encourage le plus grand nombre à venir suivre l'atelier entrepreneuriat pour tous ceux qui auraient des projets actuels ou futurs de création d'entreprise en MB3 avec ma collègue Eva Cole-Martinez et 6 spécialistes et entrepreneurs. Et à côté, en MB4, vous avez le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne avec mon collègue Laurent Gézard qui vous présente les métiers de la territoriale. Le diaporama va vous être envoyé. Ça a été filmé, donc vous allez pouvoir voir le replay. Merci à tous pour votre attention et à bientôt pour la suite de la journée. Et prenez le programme, en sortant, prenez un programme qui vous est distribué pour la journée. Merci. C'est filmé ? Oui, pardon, si tu veux pas d'accord. J'ai l'autorisation. Ça va ?